J'ai eu tellement de chance, ça vient du ciel. Parce que j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes. Je suis en bonne santé. Enfin, disons que tout va bien. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti ! Je ne sais pas vous, mais j'ai à peine commencé 2024 et déjà je la kiffe. Alors je vous souhaite de l'aborder avec autant d'enthousiasme. Je vous propose d'ailleurs de démarrer ici en beauté avec une invitée véritablement hors du commun. Mon invitée, Charlotte Chopin, est prof de yoga et elle donne 3 cours par semaine dans son village du Cher. Génial, Herveline, pensez-vous. Quelle originalité, en effet. Mais oui, Charlotte est originale, car ce que je n'ai pas précisé, c'est que Charlotte culmine au bel âge de 101 ans. Oui, vous m'avez bien entendu, 101 ans. Charlotte n'est pas seulement remarquable pour son âge ou sa maîtrise du Virabhadrasana ou du Garudasana, mais parce qu'elle respire la joie de vivre et la santé. Quant à son parcours, vous l'entendrez, il est incroyable. Voilà le portrait d'une femme libre, indépendante et courageuse, bien avant le féminisme et bien avant MeToo. Alors bienvenue dans un épisode touchant, drôle et beau à l'image de mon invité. Un épisode dans lequel vous entendrez aussi un peu son fils Claude. Avec Charlotte et Claude, nous allons parler de parents franco-allemands à une époque où les deux pays se déchiraient, de son amour pour le sport, de son amour pour l'humour et de ses rencontres avec le maître Iyengar. Une dernière chose, avant de vous laisser avec cette rencontre, je vous prépare un épisode très spécial pour une journée tout aussi spéciale. Le lundi 22 janvier, La Petite Voix fêtera ses 5 ans. Un sacré cap, autant pour elle que pour moi. Rendez-vous alors le 22 janvier. Bonjour Charlotte et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour. Je suis ravie, mais quelle joie de vous rencontrer. Merci à vous de me recevoir dans votre maison. On est dans votre village, dans le Cher. Et je vais vous présenter rapidement aux personnes qui nous écoutent. Vous vous appelez donc Charlotte Chopin. Vous êtes, entre autres, professeure de yoga. Et je me permets de dévoiler quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, mais là, c'est trop beau pour ne pas le dire. Vous êtes une jeune centenaire, puisque au moment où on se parle, vous avez 100 ans pour encore quelques jours et vous aurez 101 ans le 11 décembre prochain. C'est bien ça ? Exact. Incroyable. Donc, merci de me faire ce cadeau-là, de me recevoir chez vous. J'ai oublié de vous le préciser quand on a discuté, quand je suis arrivée. Cet entretien que je fais avec vous, je vais le diffuser pour l'anniversaire de cette émission La Petite Voix. Ah bon ? La Petite Voix va avoir 5 ans et je me dis que de faire cet épisode avec vous à l'occasion de l'anniversaire de La Petite Voix, peut-être que je vais garder un peu de cette longévité et un peu de votre bonne humeur et de votre beau sourire que je vais emmener avec moi dans les années à suivre de La Petite Voix. Oh, vous êtes trop gentille. Donc, Charlotte, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous,
de votre parcours, puisque vous avez traversé le siècle là qui vient de s'écouler. Et si je comprends bien, vous n'avez pas gagné votre longévité en restant tranquillement assise dans votre canapé en attendant que le temps passe. Bien au contraire. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, dès le début de votre vie, il y a eu quelque chose d'assez animé, puisque vous êtes né en Allemagne à Trèves, et puis lorsque vous étiez enfant, vos parents ont déménagé en France à Mulhouse. C'est bien ça? C'était comment votre enfance, Charlotte, dans les années 1920-1930? Eh bien, nous étions donc à Mayence et j'allais dans une école française et ça se passait très bien. C'est donc tout d'abord à Belfort où on est resté quelques mois ou même un an, je me souviens plus très bien. Et ensuite, on a déménagé à Mulhouse. Donc, si je comprends bien, en fait, vous êtes né en Allemagne, mais vos parents étaient français, eux? Ma mère est allemande. Votre maman était allemande et votre papa français, c'est ça? Voilà. Ok, d'accord. Donc, du coup, c'était un couple franco-allemand à une époque particulière, on peut dire. Voilà. Et donc, nous sommes restés à Mulhouse plusieurs années. Jusqu'en 1900... Ah mince. Prenez votre temps. Et si vous ne retrouvez pas, c'est pas grave. Enfin, j'avais 18 ans. Ah bah voilà. Et ben voilà. Voilà. J'avais parfait. 18 ans. Ok, vous aviez jusqu'à 18 ans. Donc j'avais 18 ans et c'était la guerre. Et l'Alsace était occupée, naturellement. Ouais. Et on nous a demandé si on voulait rester ou non. Rester en France, occupé en Alsace ou pas. Ok. Alors après, mes parents ont bien réfléchi et ils ont dit non, on va partir, on va pas rester. Ok. Avec plusieurs centaines de personnes, on nous a réunis, mis dans un train. On ne savait pas très bien où on allait. Et quand on a vu direction Belfort, on a dit bon, ça va. Oui. Et puis, on a fait un long voyage jusqu'au sud-ouest. Oui. Et à Agen, on nous a répartis dans des petits... Dans des villages ou... Voilà. Ok. Et donc, nous sommes allés dans un petit village du Tarn. Voilà. Ok. Ça s'appelait le bout du pont de l'Arne. C'est joli. Oui. Et où on a été très bien accueillis par une épicière. Ok, vous étiez chez elle en fait. On a eu de la chance. On n'a jamais eu faim. Donc vous étiez une adolescente en fait quand la guerre a éclaté. Vous étiez donc franco-allemande. Comment c'était pour vous en termes d'émotion, de vivre tout ça? Vous vous rappelez? Ah ben c'était difficile parce que ma mère avait des frères et qui étaient mobilisés. Eh oui. Alors évidemment, c'était difficile pour nous. Et cette année-là, moi je m'imaginais le midi toujours ensoleillé. Il y avait presque un mètre de neige. Et pour nous réchauffer, ma mère et moi, on allait à Mazamet. C'était à 7-8 kilomètres, on allait à pied. Voilà, comme ça on se réchauffait. Ensuite, on avait beaucoup d'amis journalistes qui étaient à Agen. Est-ce que vos parents étaient journalistes eux-mêmes? Non. Non. D'accord. Non, mais c'était des amis. Ok. Et finalement, on a quitté ce petit village pour aller à Agen. D'accord. À Agen, j'ai trouvé un travail à la Croix-Rouge comme secrétaire. Ok. Et ça se passait très bien. Et lorsque la guerre s'est terminée,
j'osais pas trop sortir parce que on arrêtait des femmes qui avaient fréquenté des soldats allemands. Oui, absolument. Et Oui. on les rasait. Oui, c'est ça. Et comme moi, on m'avait pris comme interprète. J'étais souvent dans la rue à parler avec des soldats. Alors je me disais, mon Dieu, pourvu qu'on ne me prenne pas pour... enfin bon. Mais ça s'est bien passé, on m'a pas... On ne vous a jamais rasé la tête. Oui, oui. Pardon, Claude ? Elle a appris à faire de l'équitation à Agen. Alors, c'est vrai ça, Charlotte, vous étiez sportive déjà quand vous étiez jeune ? Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous faisiez comme sport ? L'équitation. C'est pas vrai. Oui, l'équitation qu'on faisait dans une caserne de cavalerie. Alors, on habitait un petit peu en dehors d'Agen, à 7-8 kilomètres. J'avais un vélo et le dimanche, je partais en vélo à la caserne. Oui. Toute la matinée l'équitation et après je revenais à la maison et l'après-midi je repartais pour aller faire du patin à roulettes. Ok, donc vous avez quand même un truc, vous étiez hyper sportive. Je me demande aujourd'hui comment j'ai pu faire tout ça. Mais c'est ce qui vous a peut-être emmené jusqu'ici d'ailleurs. Sans doute, oui. Et donc, on parle déjà de vos tempéraments sportifs, mais est-ce qu'on peut aussi dire que vous aviez déjà cette joie de vivre en vous, cette joie de vivre que je sens là bien présente? Ah bah oui, je pense. Vous avez toujours été comme ça? Oui. Même pendant la guerre, on arrivait à rigoler? Bah, fallait bien, hein. Fallait bien. Ah, c'était un peu un moyen justement de s'en sortir. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai connu un garçon et on s'est mariés. Ok. On s'est mariés. J'ai eu donc un petit garçon. Ben, il est né en 47. Mais alors, mon mari était extrêmement jaloux. Moi, j'ai pas supporté et on a divorcé. Non mais attendez, Charlotte, vous aviez quel âge quand vous vous êtes mariée, quand vous avez divorcé? J'avais quel âge? C'était donc en 47. Eh ben, 25 ans. Oui. Mais c'était hyper moderne. Ben, Est-ce que les femmes divorçaient à l'époque? Oui, Ça se faisait pas? oui, ça se faisait pas. Est-ce que vous étiez perçue comme, à l'époque, par les gens dans votre entourage ou dans votre village, comme quelqu'un, avec un tempérament très fort et puis presque rebelle? Enfin, toujours est-il que j'ai divorcé. J'ai emmené mon petit garçon. J'ai trouvé un travail en Allemagne. Comment ça s'appelait déjà? En fait, donc elle s'est mariée en France. À la fin de la guerre, elle est retournée à Mulhouse. Ok. Où elle a travaillé dans une librairie. Ah oui, c'est vrai. Ensuite, quelque temps, elle a trouvé un travail en Allemagne où elle travaillait comme secrétaire bilingue. Exact, ouais. Pour le haut commandement des forces françaises en Allemagne, dépendant du ministère des Affaires étrangères, parce qu'il y avait 4 zones d'occupation américaines, anglaises, russes et françaises. Et donc, elle a travaillé pour le haut commandement et elle était secrétaire bilingue, etc. Et là, je vais pas raconter la suite. Après, c'est en Allemagne où elle a connu son mari. Et votre papa. Sinon, nous, on serait pas là. Le deuxième mari. Ouais, mais bon, ça c'est apporté pour... Donc, on est en Allemagne. Vous êtes avec votre fils. Et puis, vous allez rencontrer un autre amoureux. Voilà. Et alors, donc, mon futur mari travaillait en Afrique et donc je l'ai suivi, naturellement. Ok. Alors, tout d'abord, nous sommes arrivés au Cameroun. À l'époque, c'était donc une colonie? Oui. Et j'ai trouvé un travail de secrétaire au service du port.
Ok. Voilà. Est-ce que beaucoup de femmes travaillaient à l'époque? Je suis étonnée d'entendre à quel point vous avez travaillé. Courant non, mais enfin, en Allemagne, par exemple, il y avait beaucoup de femmes. Parce que je voulais pas rester inactive. Donc, j'ai travaillé au service du port. Je suis tombée enceinte et j'ai eu une fille. Et mon mari a été muté à Lomé, au Togo, hein, où le climat était bien meilleur qu'à Douala. Parce qu'à Douala, il pleuvait beaucoup. Il y avait la saison des pluies, Oui. des grandes pluies, la saison des pluies normales et la saison des petites pluies. Génial. Oui. Donc, à Lomé, c'était vraiment le rêve. Et j'étais amie, pendant que j'attendais, je ne suis pas allée voir un médecin français, mais un médecin africain, avec lequel on est devenus amis. Il était marié avec une Française. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et c'est drôle, parce que cette dame était originaire à environ 60 kilomètres d'ici. Alors donc, j'ai accouché dans son petit hôpital. J'ai été très très bien traitée. Elle me faisait des petits plats pour moi. J'étais vraiment gâtée, on va dire. Et comme j'étais donc traitée par un médecin africain, personne n'est venu parmi les Français. Ah bon? Personne n'est venu me voir. Donc il y avait un gros clivage Voilà. entre les colons qui vivaient ensemble dans leur coin, en communauté, Voilà. et puis là en l'occurrence Togolais qui vivaient Voilà. dans leur coin aussi. Exactement. Et au milieu, il y avait vous, Charlotte, et votre mari, qui naviguiez entre les deux Oui. tranquillement. Voilà. Et moi, je n'avais aucun a priori. Moi, les Africains, c'était des êtres humains. Mais oui. Et tout. Alors ça m'a vraiment choquée. Et vous avez pu en parler avec d'autres Français à l'époque en leur leur dire bah tiens pourquoi vous êtes pas venu? Est-ce que c'est Ah non, ça j'ai pas demandé. Ah c'était tabou? C'était Oui, okay. Exactement. Ensuite, quand il y avait à peu près 1 an, on est retourné en France. Ok. Et le contrat de mon mari ne s'est pas renouvelé. Donc, il a cherché du travail qu'il a trouvé immédiatement. Et alors, comment est-ce qu'on est venu à Tours? Ah oui, on avait des amis. Enfin, mon mari avait des amis qui étaient à Tours, dont un architecte. Ok. Et cet architecte nous a trouvé un logement et où on est resté 4 ans. À Montlouis. À Montlouis? Oui. Et quand mon mari a pris sa retraite, il y a une petite fille qui est née à Tours. Et ensuite, quand mon mari a pris sa retraite, il voulait venir ici, où il avait toujours pris ses vacances avec ses grands-parents. Ah, d'accord, ici dans le Cher. Oui. Ouais. Et puis, moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là? Je connais personne. Et comme je prenais des cours de yoga à Tours avec une amie, j'en ai parlé au professeur. D'accord. Elle m'a dit, tu ouvres un cours. Je dis, est-ce que je suis capable? Donc oui, Charlotte, avant qu'on parle du yoga qui occupe maintenant votre vie depuis 40 ans, j'aimerais juste conclure, là on a passé en revue hyper rapidement votre vie, mais est-ce qu'on vous avait déjà dit que vous étiez une femme hyper moderne? Parce que cette femme sportive, indépendante, qui a divorcé à une époque où certainement ça se faisait pas beaucoup, vous avez travaillé, je suis épatée moi. Moi, je m'en rendais pas compte. Je trouvais ça tout à fait normal. Parce que on est en 2023. Ça fait quelques années maintenant qu'on parle beaucoup des femmes, de l'indépendance des femmes. Mais en fait, vous étiez bien en avance de tout ça. C'est vrai. Et je m'en rendais vraiment pas compte. Revenons-en au yoga. Si je comprends bien, vous avez commencé le yoga
parce qu'une de vos amies le faisait et que comme vous étiez sportive, par curiosité, vous avez commencé. Voilà. Et j'avais un professeur vraiment épatant, avec laquelle je suis toujours en relation d'ailleurs. Génial. Elle-même, elle a maintenant 90 ans ou même 92 ans. Ok. Et elle continue à faire le yoga. Elle aussi. Oui. Incroyable. Donc, vous le dites, en fait, vous avez commencé le yoga sur le tard. Oui, j'avais 50 ans et je n'ai pas eu de problème parce que comme j'avais toujours eu une activité physique. Oui, c'est ça, vous avez toujours été sportive. On a évoqué l'équitation, mais quand on parlait tout à l'heure avec votre fils Claude, on a parlé de ski, on a parlé de gymnastique, enfin toute votre vie a été quand même... Patin à roulettes. Le patin à roulettes, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai, le patin à roulettes, j'allais l'oublier. Donc vous avez toujours été active, donc finalement le yoga c'était une continuité Voilà. de tout ça. Et je ne connaissais rien du yoga. Je savais pas ce que c'était. Et qu'est-ce que vous y avez trouvé dans le yoga que vous n'aviez pas dans les autres sports? Ah ben la tranquillité, la sérénité. Est-ce que vous manquiez de tranquillité et de sérénité, vous diriez? Probablement, hein. Parce que vous êtes tellement habité par cette joie de vivre. Malgré tout, on peut être pleine de joie de vivre, mais aussi un peu dans l'anxiété. Ah ben, je devais quand même avoir des soucis. Oui, mais ça, il paraît que c'est livré avec la vie. Voilà. Ok. Oui. Donc, vous découvrez le yoga, et notamment avec cette prof-là que vous aimez beaucoup. Je crois que ça, pendant une petite dizaine d'années, vous allez le pratiquer comme ça. Et puis, c'est à l'occasion de ce déménagement dont vous parliez dans un village où, pour le coup, vous connaissez personne. C'est là où cette prof vous dit, trouve-toi comme activité. Oui. Alors, on est donc venu ici. Je suis allée à la mairie où j'ai raconté un petit peu mon histoire. On m'a reçu à bras ouverts. On a dit, on va avoir une nouvelle activité. Ah oui. Alors, j'ai commencé comme ça avec quelques personnes. J'ai continué et puis finalement, pendant plus de 40 ans, j'ai donné cours dans ce petit village. C'est génial. Donc là, vous continuez. Au moment où je vous parle, du haut de votre bel âge, là, de vos 100 ans, vous donnez, je crois que c'est 2 cours par semaine. 3 cours par semaine. Le mardi après-midi, le mercredi soir pour les gens qui travaillent et le jeudi après-midi. Ça se passait toujours très bien. Ok. Et j'ai toujours vu des personnes satisfaites. Ça, c'est important. Ben oui, c'est important. Voilà. Il y a une particularité, moi, qui m'a interpellée, c'est que le yoga que vous pratiquez, c'est pas n'importe quel yoga. C'est le yoga Iyengar, qui est un yoga qui est, pour l'avoir un peu fait, c'est très rigoureux. Exactement. Est-ce que c'est ça aussi qui vous plaît dans ce yoga-là? Oui. Il faut que les postures soient bien faites pour apporter quelque chose de positif. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de positif, Charlotte, le yoga? D'abord, une grande satisfaction. Et puis, la joie de vivre. Et puis, la tranquillité. Et puis, de voir mes élèves satisfaites. Eh bien oui. Je crois que c'est à peu près ça. Tu dis toujours que tu es enseignante de yoga parce que tu n'es pas professeur de yoga dans la mesure où tu n'as pas de diplôme. Tu avais fait, il y a des années en arrière, tu avais commencé une formation à Paris, mais tu as toujours dit que ça te coûtait trop cher, l'hôtel, le restaurant, payer les cours, le déplacement et tout, donc tu as arrêté. Mais ça t'a pas empêché de donner des cours. Et puis Iyengar lui-même disait, on est capable ou pas d'enseigner. Voilà. Donc un diplôme, ça n'a pas d'importance. Et puisqu'on parle d'Iyengar, donc tu ne fais pas simplement que enseigner selon sa méthode, mais tu l'as connu personnellement. Tu n'es pas allé en Inde pour suivre des cours avec lui, mais lorsque BKS Iyengar est venu à Paris en 1985 dans le cadre de l'année de l'Inde,
il y avait eu un film qui avait été projeté en son honneur, et puis des élèves qui avaient fait une démonstration de yoga en son honneur. Hein. Et le samedi et le dimanche, Iyengar avait donné des cours d'asana et même de pranayama, où tu étais présente, moi aussi d'ailleurs. Donc ça, c'était en 1985. Et Marie-Antoinette, avec qui tu as appris le yoga à Tours dans l'atelier de yoga, Marie-Antoinette Bourdin, avait elle-même été formée par Iyengar parce qu'elle était allée en Inde, était formée par Iyengar lui-même. D'ailleurs, elles sont devenues amies. Et donc Marie-Antoinette donnait des cours à Tours. Et en 1986, donc un an après 1985 Paris, en 1986, elle a invité Iyengar à venir à Tours. Il était hébergé chez elle à Avoine, à côté de Chinon, où elle habitait. Et Iyengar avait fait une conférence sur les Yoga Sutras à l'hôtel de ville, où tu étais présente, moi aussi d'ailleurs. Et le lendemain, Iyengar avait donné un cours d'asana, où tu étais présente et moi aussi. À la fin du cours qui avait lieu le matin, on était allé dans un restaurant très simple où on avait mangé, et je me rappelle donc l'avoir pris en photo lorsqu'il sortait du restaurant, et on lui avait offert des fleurs. Offrir des fleurs, c'est traditionnel en Inde. Bon, là, c'est pas une guirlande de fleurs, c'était un bouquet de fleurs. Donc Charlotte a connu personnellement et travaillé un peu avec Iyengar lui-même. Charlotte, vous vous rappelez de ces rencontres avec Iyengar? Oui, je m'en rappelle très bien. J'étais impressionnée. C'était un gourou, en fait, hein? Gourou dans le bon sens du terme. Bien sûr. Oui, gourou dans le sens maître de yoga, voilà. etc. Parce que maintenant, quand on parle de gourou, c'est louche. Et qu'est-ce qui vous est resté de cette rencontre avec cet homme-là? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce moment à ses côtés? Comment vous dire Beaucoup de gens ne le savent pas forcément, mais c'était un homme qui était extrêmement simple. Oui. Avec lui, le contact était vraiment très facile. En revanche, lorsqu'il fallait travailler avec lui, il était très exigeant. Et il y a une spécificité dans le yoga Iyengar comme ça. Je crois on parle beaucoup de l'alignement. Oui. Dans les postures, mais du coup, est-ce que ça veut dire aussi l'alignement, trouver son alignement dans la vie? Je pense, oui. J'avais vraiment pas pensé. Ah. Alors, est-ce que vous vous sentez aligné avec vous-même? Oui. Oh, ça c'est un oui qui vient du cœur. Oui. Est-ce qu'on dirait que ce yoga que vous pratiquez du coup depuis 40 ans, c'est aussi une philosophie de vie? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a l'aspect sportif, mais on le dit dans le yoga, il y a une dimension peut-être plus spirituelle, si je peux dire. Oui, mais j'arrive pas à en parler. Est-ce que ça vous dérange ou est-ce que c'est que vous n'arrivez pas à exprimer ce que ça vous apporte? J'arrive pas à exprimer. D'accord, mais est-ce que du coup vous diriez que ça alimente votre petit monde intérieur? Oui. En fait, je vous pose ces questions-là par rapport au yoga parce que dans La Petite Voix, moi j'aime bien aussi parfois parler de nos mondes intérieurs, de spiritualité, de comment on fait pour cheminer dans la vie avec toutes nos questions un peu existentielles et puis bon, il y a parfois quelques coups durs dans la vie, etc. Donc voilà, ça m'intéressait de comprendre comment vous aviez réussi à dépasser des moments compliqués. Si je reprends la jeune femme que vous étiez là, qui à 25 ans décide de divorcer, est-ce que c'est des choix très compliqués? Ça m'a pas semblé compliqué. Ok, parce que c'était évident pour vous, donc qu'importe peut-être le regard des autres, voilà, etc. Non, je pensais même pas. Ok. C'est comme ça que vous avez avancé dans la vie. Ok. Et que vous avez réussi à vous écouter en faisant parfois fi de ce qui se faisait autour de vous. Fait. Ok. Donc votre thérapie à vous, c'est le yoga, le rire, si je comprends bien. Oui. Et c'est une belle thérapie, hein. Quand je parle de spiritualité, ça me fait un peu penser à la foi. Est-ce que vous êtes croyante, Charlotte? Est-ce que vous allez à l'église, par exemple? Non, je vais pas à l'église. Quelquefois, je regarde la messe à la télévision, mais pas souvent. Le Seigneur est en moi. J'ai eu tellement de chance, ça vient du ciel. Pourquoi vous pensez que vous avez eu beaucoup de chance? Parce que j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes.
Je suis en bonne santé, enfin, disons que tout va bien. Ah, c'est joli. Et est-ce que vous pensez pas que vous pouvez vous le devez à vous aussi, tout ça? C'est grâce à vous que vous avez eu cette jolie vie sans trop de problèmes Non, je ne sais pas. C'est grâce à moi. Non? Vous pensez que c'est vraiment le Seigneur qui vous a accompagné? Oui. Ça vous arrive souvent de prier? Oui. Ok. Et de méditer? C'est la même chose, méditer et prier? Non. Ok. Mais prier par contre? Oui. Ok. Régulièrement? Presque tous les jours. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un comme moi, qui n'est que 46 ans? Quel conseil vous me donneriez pour que à 100 ans, je sois comme vous, en forme, avec un grand sourire et que je pratique encore le yoga? Eh bien, d'abord que vous meniez une vie saine en mangeant sainement, beaucoup de légumes. On en parlait en off il y a quelques minutes. L'année dernière, pour vos 100 ans, vous êtes offert, entre guillemets, la posture de vous remettre sur la tête. Comment ça s'appelle cette posture? Shirshatana. Ok. Et donc là, c'est comment? Vous êtes sur la tête, le corps droit, et vous tenez que sur la tête. Et c'est un des cadeaux que vous êtes offert pour vos 100 ans. Je vais vous montrer des photos. Ah bah, avec plaisir. En voyant la vie, même quand on a des soucis, en se disant ça va passer, ça ira mieux. Super. Vous voyez d'autres choses à ajouter par rapport à ce qu'on vient de se dire là aujourd'hui? J'espère continuer encore un bon moment. Dire que je vais avoir 101 ans, je ne réalise pas. C'est pas possible, 101 ans. Est-ce que vous dites comme, vous savez, on dit souvent, par exemple, moi j'arrive à la cinquantaine, on dit non mais moi j'ai 20 ans dans ma tête. Est-ce que vous avez 20 ans dans votre tête encore, Charlotte? 20 ans, non. Combien alors? Alors combien? Oh, dans ma tête, une 50aine d'années. C'était quoi votre plus beau moment dans votre vie? Je pense que quand j'ai eu mes enfants. Ah, vous avez aimé ce rôle de maman? Oui. Chaque fois que j'ai eu un enfant, j'étais contente. Ah. Et aujourd'hui, vous êtes grand-mère et arrière-grand-mère. Donc, vous avez eu 4 enfants. Vous avez eu 8 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants, c'est ça? Que je ne vois pas souvent, malheureusement. Ah, parce qu'ils habitent un peu là, loin? Pour mon anniversaire, il y en a beaucoup qui vont arriver. Vous faites une fête pour votre anniversaire? Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière pour vos 100 ans? Qu'est-ce que j'ai fait On a fait 2 repas. Et quand vous êtes entourée de tout votre petit monde comme ça vous rend joyeuse? Ah bah évidemment. Ok. C'est pas fatigant pour vous d'être... Non. Non mais Charlotte, à quel moment vous êtes fatiguée? Je dois dire, ça m'arrive pas souvent. J'ai beaucoup de chance. Voilà. Vous vous dites pas que vous avez été une super chouette femme à mener tout ce que vous avez fait? Est-ce que vous faites encore aujourd'hui? Des fois, je me dis, comment ça se fait que j'ai pu faire tout ça? Ah, vous vous rendez compte quand même que vous en avez accompli et que vous en accomplissez encore? Et vous vous rendez compte à quel point c'est extraordinaire qu'à votre âge, vous soyez encore si en forme? Oui, parce que quand je vois autour de moi, j'ai pas d'amis de mon âge. Ah ben, c'est-à-dire qu'il y en a. Bon, alors vous traînez qu'avec des jeunes. Oui. et parce qu'il y a un truc en plus que j'ai oublié de préciser et que je trouve vraiment pareil, ça va avec la belle femme que vous êtes. Vous êtes hyper coquette. Oh j'essaye d'arranger un petit peu. Non mais parce que là, pour les personnes qui nous écoutent, vous êtes toutes joliment habillées, j'imagine un peu maquillées, coiffées. Non, je mets juste un petit peu de rouge. J'ai l'impression que ça participe aussi à cet entrain que vous avez. Enfin voilà, vous prenez soin de vous, quoi. Ah je pense, oui. Je pense qu'il faut bien présenter et être positive. Est-ce que parfois il faut forcer un peu si ça va pas très bien, parce que ça arrive des jours où on se réveille, ça va moins bien. C'est-à-dire quand je me lève le matin, des fois je suis un peu, je mets un moment
Après mon petit déjeuner, ça va mieux. Et mon petit déjeuner, c'est le meilleur moment de la journée. Et après, bon, ça va. Ok. Moi, je suis touchée par notre rencontre, Charlotte, en tout cas. Merci d'avoir pris ce temps-là pour qu'on échange. J'ai quelques questions rituelles pour terminer, des questions que j'aime bien poser à mes invités. La première question, Charlotte, est-ce que vous écoutez parfois ou souvent votre petite voix, votre intuition intérieure? Oui, bien sûr. C'est difficile de l'exprimer. Ok. Est-ce que vous diriez que la pratique du yoga vous aide à vous connecter à ce qui est juste pour vous, là, à l'intérieur? La pratique du yoga m'apporte beaucoup. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement aidé à cheminer dans votre vie, Charlotte? Je vois pas. Vous aimez lire ou pas, d'ailleurs? Ah si, j'aime beaucoup lire. Ok. Et je lis tous les soirs quand je monte me coucher. Ok. Mais de moins en moins parce que mes yeux se ferment. Bah oui, il est l'heure de se coucher. Bien sûr. Ok, mais il n'y a pas un livre comme ça qui vous a marqué particulièrement? Oh, il y en a plusieurs, mais je me rappelle pas des titres. Il n'y en a pas un qui vient. Ok, d'accord. Et des auteurs alors? Est-ce qu'il y a des auteurs en particulier que vous avez aimés ou que vous aimez? J'aime beaucoup Agatha Christie. Ok. Est-ce que vous avez... On a parlé du yoga, bien sûr, mais est-ce que vous avez d'autres rituels au quotidien comme ça pour aller bien? Vous avez le droit de ne pas en avoir? Non, rien de particulier? Ok. Bon, et ma dernière question, Charlotte, est-ce que vous êtes heureuse? Ben oui, heureuse d'être en bonne santé, d'avoir des enfants gentils. Ils sont tous gentils. Et les petits-enfants également, mais que je vois pas souvent. Enfin, j'ai beaucoup de chance. Voilà ce que je peux dire. C'est déjà bien. Eh bien, vous savez quoi, Charlotte? Moi aussi, j'ai beaucoup de chance de vous avoir rencontré aujourd'hui. Et vraiment, je repars remplie de tout ce qu'on s'est dit et riche de tout ça. Donc, merci beaucoup, Charlotte. Je suis très touchée de notre rencontre. Ah, vous êtes trop gentille. Merci, Charlotte. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.